Ils s'appellent Quentin, Hugo et Philomène. Ils font partie de ce qu'on appelle la Gen Z, la génération Z, c'est-à-dire tous les jeunes nés entre 1996 et 2015. Souvent dépeintes comme désintéressés de la politique, considérés parfois comme abstentionnistes, une partie de cette génération est appelée à voter pour la première fois à une élection présidentielle. J'ai décidé d'aller à leur rencontre et d'écouter leurs attentes. Ils m'ont parlé de leur vie, de leurs envies et ont abordé avec moi les grands thèmes de la campagne, du pouvoir d'achat à l'écologie en passant par l'égalité ou encore l'emploi. Ils sont ceux qui donneront leur première voix. En France, le taux de chômage des jeunes a diminué lors du quinquennat d'Emmanuel Macron, passant de 26% en 2016 à 18,9% en 2021. Il est passé pour la première fois depuis 2002 sous la barre des 20%, mais il reste bien au-dessus du taux de chômage global qui est de 7,9% en 2021. Si le marché de l'emploi semble s'ouvrir davantage aux jeunes, ces derniers craignent pourtant de ne pas y avoir leur place. Selon le baromètre 2021 des missions locales, près de 60% des jeunes entre 18 et 25 ans estiment avoir des difficultés à trouver un travail. S'ajoute à cette préoccupation une quête de sens très prononcée chez cette jeune génération. Selon une étude Ipsos, 97% des étudiants des grandes écoles souhaitent se rendre utiles à la société. Ils sont également plus de 60% à être intéressés à l'idée de travailler dans le secteur de l'environnement. C'est une pensée que partage Philomène. À 19 ans, elle est actuellement en double licence à Sciences Po. Je suis en train de travailler des maths parce que cette année, je suis dans une licence et en même temps de maths, informatique et en même temps de sciences politiques. J'aimais énormément le fait que ce soit deux matières qui soient carrément différentes et du coup j'ai voulu poursuivre cette année avec la même chose. Donc pour l'instant je sais pas trop encore ce que je vais faire plus tard, mais c'est vraiment un double cursus qui me plaît vraiment beaucoup. Si Philomène est encore en plein dans ses études, elle m'a parlé de la vision qu'elle a de sa future vie active et même de sa retraite. En tant que jeune, je suis pas tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que je ressens autour de moi, c'est qu'on a vraiment du mal à se projeter dans ce monde du travail parce qu'on s'y reconnaît pas forcément. Le fait de sortir des études et avoir un bagage qui me permette de faire un métier en particulier, ça m'angoisse pas mal quand même parce que je me dis que ça y est, il faut choisir, il faut travailler. Est-ce que tu arrives déjà à imaginer ta retraite? Oui, je l'imagine plutôt tôt et dans le sens où c'est une année que moi je choisirais et pas qu'on m'imposerait, dans le sens où je me suis sentie suffisamment utile à cette société et je suis suffisamment fatiguée pour pouvoir me reposer et privilégier d'autres activités plutôt que travailler. Qu'est-ce que tu penses de ce débat justement sur l'âge de la retraite? Est-ce que tu penses qu'il faut le reculer, qu'il faut le maintenir, qu'il faut l'abaisser? J'ai une anecdote un peu marrante. Quand j'étais en CP, on en discutait déjà avec une copine qui trouvait que c'était terrible parce que son père, il était toiturier. Et elle disait, mais imagine, est-ce que tu vois mon père monter sur des toits à 60 ans? Et donc reculer la retraite pour des métiers comme ça n'a pas de sens. C'est valable pour tous les métiers parce que finalement, la fatigue physique, elle peut aussi se ressentir dans la tête. Reculer la retraite. Pour moi en CP et pour moi maintenant, je garde le même avis. Pour moi, ça n'a pas de sens. Quentin, c'est un peu tout l'inverse de Philomène. À 23 ans et sans avoir fait de longues études, puisqu'il n'est titulaire que du brevet, il est déjà patron. Il reconnaît que son expérience du monde de l'emploi est limitée, car il a cherché à en sortir immédiatement. Mais aujourd'hui chef d'entreprise, il a tout de même un avis bien tranché sur les 35 heures, thème très discuté dans cette campagne présidentielle. Moi je pense que ça devrait être au salarié, tu vas dire. S'il y a une semaine où il veut travailler 35 heures, il travaille 35. En fait, il faudrait mettre un quota d'heures au mois. Et le salarié, s'il y a une semaine où il ne se sent pas bien, ou s'il a des problèmes, ou s'il a des choses à régler, etc., il devrait pouvoir décider de dire cette semaine je fais 32, la semaine prochaine je ferai 39 du coup. Mais de lui laisser cette liberté-là. Nous, en fait, on demande un travail, on demande un résultat. Ensuite, c'est à eux-mêmes de gérer leur temps, de gérer le besoin qu'ils ont, tout. C'est à eux de gérer la totalité de leur compte d'exploitation. À la base, il ne faut pas quand même oublier que le salarié, c'est grâce à lui que ta société marche. Sans lui, ta société ne marche pas. Hein. Donc c'est pour ça que pour moi, ouais, le salarié devrait être plus libre.
Du coup, on a des candidats qui veulent le maintenir, des candidats qui veulent le réduire. Est-ce que toi, tu ne penses pas plutôt qu'il faut ouvrir cette flexibilité et changer un peu justement le modèle d'entreprise? Il y a quelque chose aussi qui à prendre en compte, c'est que notre génération, à un moment, on va avoir 40 ans, on va avoir 50 ans, nous aussi. Et qu'on n'a pas été éduqués comme nos parents qui ont 40 et 50 ans. On a une autre façon de penser. Si aujourd'hui les sociétés ne se décident pas à appliquer un mode d'emploi, les entrepreneurs, à un mode d'emploi qui est plus libre, ça va être compliqué parce que aujourd'hui, quand un jeune veut pas, il veut pas. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est hyper important pour moi de donner cette flexibilité-là parce qu'il faut penser à après sur le long terme. Hugo, depuis son exploitation, est dans une situation un peu à part sur le marché de l'emploi. Lui qui ne compte pas ses heures dans les champs en passe également beaucoup dans l'atelier familial. Le métier d'agriculteur est en fait celui d'un touche-à-tout, capable de faire de la soudure, de la maçonnerie ou bien de la charpente. Hugo sait que son secteur recrute, alors que 100 000 agriculteurs ont disparu en 10 ans. Il pointe notamment la situation des actifs non issus de familles agricoles qui peuvent avoir besoin d'aide et d'accompagnement pour s'installer. C'est un métier où il y a beaucoup d'offres d'emploi. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui cherchent des salariés agricoles, par exemple. La seule chose parfois qui peut un peu limiter, c'est parfois les salaires qui ne peuvent pas forcément être suffisamment élevés, mais après ça va dépendre du patron qu'on a forcément. C'est en tout cas il y a ces perspectives d'emploi et en fonction du domaine ou des exploitations où on va aller, on a aussi des perspectives d'évolution dans le métier. Comment toi tu imagines le futur du métier d'agriculteur sur le marché de l'emploi? Je pense que ça va dépendre beaucoup des politiques qui vont être choisies parce que en fonction des politiques décidées, que ce soit à travers la PAC, la politique agricole commune qui est plutôt européenne, ou à travers les directives nationales, ça va rendre le métier plus ou moins attrayant. Par exemple, il est important de faciliter un maximum le fait qu'un jeune puisse reprendre une ferme. Aujourd'hui, c'est compliqué, surtout quand on est hors cadre familial, quand nos parents n'ont pas d'exploitation. C'est très compliqué de reprendre une ferme. Et c'est en partie ce qui explique le fait qu'on a beaucoup de mal à renouveler les générations à l'heure actuelle. Et là, la carte là, c'est pas nous qui l'avons en main, c'est vraiment les politiques qui peuvent ou non favoriser ça. Valérie Pécresse, alors elle propose, elle, de supprimer la taxation sur les plus-values lors d'une cession à un jeune agriculteur pour justement aider les jeunes à s'installer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est aussi un des points qui peut aider. Alors aujourd'hui, on a déjà des aménagements quand on est jeune agriculteur pour avoir plus facilement accès au terrain. On peut avoir à travers des éléments fiscaux des exonérations partielles. Donc ça fait partie des choses qui peuvent, du coup, ça permettrait d'améliorer ces exonérations-là finalement. Merci beaucoup d'avoir regardé ce 4e épisode de Première Voix. Dans le 5e et dernier épisode, on a parlé avec Hugo, Philomène et Quentin des différents débats de société, qu'il s'agisse de la gestation pour autrui, la GPA, de la légalisation du cannabis ou encore de la chasse. Et tout ça, c'est à retrouver dès la semaine prochaine.